Bonjour et bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants de l'Université Laval. Mon nom est Catherine Ferland et j'ai le plaisir d'animer les 8 émissions de la saison. Aujourd'hui, on a vraiment du beau matériel à vous présenter en compagnie de Marie-Josée et de Charles. Alors pour commencer, Charles, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi consiste ton projet de maîtrise. Mon projet de maîtrise consiste à concevoir une fibre optique amplificatrice ayant plusieurs cœurs. Normalement, dans une fibre optique, tu as un cœur, tu as une gaine, puis tu envoies tes signaux dans un seul cœur. Mais dans la fibre optique que moi, je dois concevoir, en fait, il doit y avoir plusieurs cœurs différents pour pouvoir mettre plusieurs signaux à la fois. Donc toi, ton projet, c'est de concevoir ça ou d'étudier comment ça va se passer par la suite? C'est un peu des deux? C'est vraiment la conception. J'ai un client pour mon projet de maîtrise, en fait, c'est Nokia, qui finance donc mon projet de maîtrise. Puis je dois concevoir une fibre optique pour lui. Mais donc, pour arriver à fabriquer cette fibre optique-là, je dois étudier quand même différents éléments dans le but d'optimiser mon design, de faire une fibre optique la plus performante possible. Donc, quand on parle de fibre optique, est-ce que c'est seulement l'image qui doit voyager par les multiples cœurs que tu es en train de concevoir ou il y a le son aussi? Tu peux transporter de l'information quelle qu'elle soit. Donc, ton information, qu'elle transporte une image ou un son, ça revient au même du point de vue de la fibre optique. Donc, c'est un signal optique qui est à l'intérieur de la fibre optique. Et de ton côté, Marie-Josée, peux-tu nous parler un petit peu de ton projet doctoral? Oui, en fait, moi, je m'intéresse particulièrement aux dirigeants de PME qui s'apprêtent à sortir de leurs entreprises. Donc, on sait depuis, peut-être vous avez entendu dans les médias, là, dans le monde des affaires, il y a depuis une dizaine d'années, je dirais, une concertation autour du fait que les entrepreneurs qui s'apprêtent à sortir parce qu'ils font partie de la génération des boomers vont manquer de relève, ne savent pas se préparer. Donc, ils attendent à la dernière minute pour faire tout ça. En fait, moi, je viens du monde des affaires, donc je proviens de la pratique. Et j'ai vu que, en fait, ce qui était dit dans les médias, ça ne reflétait pas toujours la réalité, en tout cas de ce que je vivais avec les entrepreneurs que j'avais dans mon secteur. Donc, j'ai décidé de poursuivre à l'université un petit peu plus la décision de sortir de son entreprise en contexte de transmission d'entreprise. Donc, je suis allée rencontrer vraiment une quinzaine d'entrepreneurs qui soit avaient déjà transféré leur entreprise ou qui étaient en train de le faire sur une période de temps donnée, ou ceux qui avaient pris la décision mais qui n'avaient pas du tout commencé, là, qui étaient vraiment au début de la réflexion. Ce qu'on retrouve sur le marché, en fait, dans le monde des affaires, c'est que quand on accompagne ces gens-là puis qu'on dit qu'ils ne planifient pas, c'est qu'on s'attend à ce qu'ils utilisent un modèle qui est déjà très, très rationnel, ce qu'on appelle dans notre jargon universitaire très causal, là, quand on parle de causalité, donc très rationnel dans leur démarche, qui vont faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc, un modèle, je dirais, assez unique, où on leur dit, bien, il faut commencer par ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Un modèle qui vient de la grande entreprise, en fait. Bien, en fait, oui. C'est souvent ça, en management, ce qu'on voit, c'est qu'on voit beaucoup de modèles qui sont appliqués à la PME, qui proviennent de la grande entreprise, parce que les grandes entreprises ont été longtemps étudiées, parce qu'on pensait que c'était eux qui amenaient le plus de richesse économique au pays, alors que c'est tout à fait l'inverse. Il y a 98 des tissus économiques qui sont composés de PME. Oh, mon Dieu, oui. Et on retrouve à peine 1 à 2 de grandes entreprises. Donc, on dit que les PME fournissent au-dessus de 50 des emplois. Donc, je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse puis qu'on essaye de trouver surtout un moyen de proposer des modèles différents à ces entrepreneurs-là qui vont, je pense, un peu plus les rejoindre. Une PME, c'est souvent un projet entrepreneurial très personnel. Alors, il doit y avoir des dimensions émotives qui ne sont pas du tout prévues dans les modèles entrepreneuriaux. Effectivement. Bien, en fait, en entrepreneuriat, ce qui est intéressant, parce que la recherche est beaucoup développée dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés aux entrepreneurs. Sauf qu'on s'intéresse beaucoup aux entrepreneurs qui démarrent des entreprises. Cependant, quand on arrive au niveau de la sortie entrepreneuriale, qui est vraiment une activité entrepreneuriale à part entière dans un processus total d'entrepreneuriat. Donc, un jour, on va tous finir par sortir de notre entreprise quand on est entrepreneur. Ou on va la liquider, ou on va la vendre, ou il y a une façon qu'on va choisir de le faire. Sauf que la transmission, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde l'activité économique de l'entreprise sur le territoire. Donc, pour une région, c'est hyper important de conserver ses entreprises, ses emplois, l'activité économique, la richesse que ça peut apporter. D'où l'intérêt, finalement, Marie-Josée, d'étudier aussi la fin du processus, pas seulement la genèse du projet, mais bien sa sortie aussi. Exactement. Donc, de bien comprendre
Je pense comment ils prennent leur décision de sortir de leur entreprise quand il vient, surtout ceux qui veulent transmettre. Je pense que c'est intéressant de pouvoir bien comprendre les étapes, bien comprendre ce qu'ils vivent. Tu parlais d'émotions et tout ça. C'est sûr, effectivement, mais il y a des modèles qui existent dans la littérature qui sont super intéressants pour expliquer la création d'entreprise, mais j'ai repris un de ces modèles-là aussi pour expliquer la sortie de l'entreprise. On comprend l'applicabilité, mais on va y revenir. J'aimerais ça de ton côté, Charles, que tu nous expliques un petit peu en quoi, bon là, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas travailler essentiellement pour Nokia, qui est un peu le client du projet dans lequel tu t'inscris. Mais est-ce que tu sens que ce que tu es en train de faire va avoir des applications à d'autres échelles? Oui, bien, en fait, typiquement, quand on envoie de l'information, en fait, si par exemple on est dans un autre pays et qu'on veut envoyer une image ou quoi que ce soit à une personne dans un autre pays, la lumière qui est injectée dans une fibre optique va devoir être amplifiée parce que cette lumière-là va avoir des pertes. En fait, même si la fibre optique, c'est la meilleure façon qu'on ait pour transporter l'information, c'est pas idéal non plus, c'est pas parfait, en fait. Et donc, il y a des pertes et à chaque 100 km, notre signal va être trop faible pour être détecté par un détecteur à l'autre côté de la fibre optique, ce qui fait qu'on va devoir le réamplifier. Puis c'est là où ma fibre optique à moi va être utilisée. C'est parce que ça va être une fibre optique amplificatrice. En fait, déjà, on en utilise des fibres optiques amplificatrices dans les réseaux comme ça de fibres optiques, mais ces fibres-là ont un seul cœur. La puissance, quand elle est envoyée à partir de la source ici, elle va être atténuée tranquillement. Ça, ici, en rouge, c'est le niveau de détection du détecteur, donc la quantité de puissance qu'il est capable de détecter, lui. Donc, quand on arrive proche de ce seuil-là, il va falloir réamplifier le signal. Donc, c'est ce qui se passe ici. Ce qui fait que la fibre optique elle-même, que moi, je suis en train de faire, c'est la fibre optique amplificatrice, puis c'est celle-là qu'on va venir mettre ici, dans les réseaux. Donc, en vert, là, c'est seulement quelques mètres qui est suffisant pour réamplifier le signal, pour ensuite qu'il puisse continuer... C'est comme une ponctuation dans la fibre pour y redonner un petit coup, là, une petite allure. On le sait, quand on fait de la recherche de pointe comme ça, il y a toutes sortes de défis qui peuvent se présenter. Des fois, on peut avoir des intuitions de recherche, puis finalement, ça nous amène un petit peu ailleurs. J'aimerais ça, Marie-Josée, que tu nous parles un petit peu. Bon, tu viens justement du monde des affaires. Quelles ont été tes surprises ou les éléments qui ont peut-être pu faire « Ah, ben tiens, je m'attendais pas à ça, puis voilà, c'est la littérature dit ça, moi, j'observe ça. » Comment ça s'est passé pour toi? Je suis partie d'une théorie existante. Donc, la théorie de la décision qui a été développée dans le cadre du management stratégique. Ça m'a pris du temps. Je savais exactement sur quoi je voulais travailler, trouver l'angle d'attaque que j'allais utiliser pour étudier ce phénomène-là. Ça a été plus compliqué. Il y a des zones d'errance au doctorat, sûrement à la maîtrise probablement aussi. Moi, j'ai fait un MBA, je n'ai pas fait d'essai à la maîtrise, mais il y a eu une petite zone d'errance où est-ce qu'on aurait pu l'aborder de plein de façon. J'étais un petit peu à contre-courant là-dessus parce que j'ai décidé vraiment de m'immerger dans une littérature émergente, anglophone, et d'utiliser des théories qui datent, donc en management stratégique, qui semblent très, très rationnelles et très linéaires. Mais Mintzberg avait ça il amenait le côté entrepreneurial, il y avait toute la flexibilité qu'on peut retrouver au niveau d'un entrepreneur. Puis j'ai mixé ça avec une théorie de l'entrepreneuriat qui s'appelle la théorie de l'effectuation, mais qui est pas tout à fait le contraire de la causalité ou de la rationalité, mais qui démontre que l'entrepreneur utilise beaucoup sa créativité. Est-ce que tu fais manger, Charles, toi, chez vous? Un peu. OK. Si tu es un profil très rationnel, tu vas dire, bon, ben ce soir, on a le goût de manger du spaghetti, tu vas ouvrir ton frigo, tu vas dire, OK, il me manque de la sauce, tu vas regarder, j'ai pas de pâtes, donc je vais aller à l'épicerie m'acheter les ressources dont j'ai besoin pour faire mon souper ce soir. L'effectuateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir son frigo puis il va dire, OK, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Puis il va faire son souper en fonction des ressources qu'il a déjà à sa disposition. C'est ce que Sarasvati, la chercheure qui a développé la théorie de l'effectuation, a bien illustré. Donc, il y a deux façons de faire. Et on n'est pas tout à fait rationnel ou tout à fait créatif. On oscille entre les deux en tant qu'être humain, dépendamment des situations. Sarasvati avait démontré avec la théorie de l'effectuation que les entrepreneurs, ils ont un profil beaucoup plus effectual, donc beaucoup plus créatif, qui vont utiliser beaucoup plus leur jugement, qui vont expérimenter en général. Je ne dis pas tous, là, parce qu'on connaît tous des gens qui sont très rationnels, qui se sont partis en affaires. Ça, il n'y en a pas de problème, mais dans le général.
Et là, moi, ce que je voyais, c'est ce qu'on propose aux entrepreneurs, c'est un modèle beaucoup plus rationnel, alors qu'on démontre que les entrepreneurs sont beaucoup plus effectuels dans leur façon de faire. Donc, j'ai voulu aller tester ça. Il y a certains qui disent oui, mais avec l'expérience puis avec le temps, les gens aussi se rationalisent. Avec l'âge, les gens sont prêts à prendre moins de risques, plus de sécurité, mais c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, sur le terrain, ce que j'ai vu auprès de mes entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est qu'il y avait encore des gens qui étaient très, très dans ce côté effectuel-là. D'ailleurs, j'ai la chance, moi, d'être à la fin, donc d'avoir mes résultats de recherche. Ce qui ressort de ça, c'est que les gens ont vraiment plus de comportement effectuel, donc de créativité, jugement et intuition. Donc, les gens sont beaucoup plus dans ça qu'au niveau rationnel. Cependant, il y a vraiment une mixité des deux pour certaines actions, parce qu'il n'y a pas personne qui va sortir de leur entreprise, surtout au niveau de la transmission, en ne regardant pas au niveau fiscal, au niveau comptable, puis au niveau légal. Il faut tenir compte de la réalité. Exactement. Oui. Donc, ça, ils sont tout parce que c'est leur fonds de pension, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'argent investi dans ça. Donc, il y a un côté très, très, très rationnel qui vient souvent en fin de parcours. Est-ce que toi, tu as le projet d'éventuellement démarrer quelque chose par toi-même ou tu préfères... C'est certain oui? que j'aimerais ça. Par contre, je ne sais pas encore si je vais le faire. Ça va dépendre, mais je suis ouvert à tout. Et toi, est-ce que dans ton milieu, on favorise justement l'insertion professionnelle avec au moins des stages, par exemple? Mais oui, il y a beaucoup de stages. En fait, moi, pendant mon bac, j'ai fait 3 stages, donc à chaque été, parce que c'est un bac de 4 ans. Là. À chaque été, entre mes sessions, j'ai effectué un stage. Puis, même pour ma maîtrise, là, en fait, je vais aller dans un laboratoire de recherche aux États-Unis cet été parce qu'eux, ils ont vraiment du bon équipement pour les choses que j'ai à mesurer. Parce qu'une fois que ma fibre optique va être fabriquée, il va falloir que je la caractérise, il va falloir que je vérifie que ses performances arrivent à ce que mon client a demandé. Ce qui fait que je vais devoir aller prendre des mesures dans un centre de recherche qui ont des meilleurs équipements que ce qu'on a ici. Et donc, je vais passer 6 mois aux États-Unis dans un centre de recherche qui s'appelle Bell Labs. C'était pas une fascination spéciale pour la lumière? À la base, pas nécessairement. Uh-huh. C'est aussi intéressant que les autres domaines. Sauf que vu les emplois qu'on a reliés à ça à Québec, qui sont beaucoup proches de la recherche, grâce au centre d'optique photonique qu'on a, qui est vraiment un gros centre d'optique photonique. Mais ton projet de recherche en tant que tel, l'opportunité, elle vient d'où de t'intéresser avec Nokia, d'aller chercher un partenaire comme ça? C'est intéressant. Oui, bien à la base, en fait, c'est ma professeure de recherche, donc Sophie La Rochelle, qui avait déjà des liens avec eux autres, un partenariat d'affaires, si on veut. Donc, c'est elle qui me l'a proposé. Puis moi, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun de pouvoir faire un projet, de pouvoir concevoir un produit qui va vraiment être utilisé sur des réseaux de fibre optique. Alors, j'ai sauté sur l'opportunité. Est-ce que tu es seul ou vous êtes comme une équipe à travailler sur un projet comme ça? Sur ça, je suis le seul étudiant à travailler sur ça. Évidemment, il y a ma prof qui est impliquée beaucoup dans le projet. Sinon, il y a aussi, j'ai un co-directeur de recherche qui, lui, se penche plus sur le côté fabrication, tandis que ma prof se penche plus sur le côté modélisation et simulation, de s'assurer de comprendre comment est-ce que ça va fonctionner, la fibre optique. Mais une fois qu'on a un bon design, il faut aussi la fabriquer. Puis ça, c'est une autre dimension complètement différente qui est un peu plus loin de ce que moi je fais. Donc ça, c'est un technicien, en fait, qui va fabriquer la fibre optique. Puis moi, je dois communiquer beaucoup avec lui pour m'assurer que ce que je fais comme design, c'est possible de le faire pour lui. OK. Fait que c'est pas toi, physiquement, qui t'envoie dans la grande tour non. Puis qui fait faire l'étirement de la fibre, comme tu expliquais. Il y a des techniciens qui s'occupent de ça, qui ont beaucoup d'expérience là-dessus. Bien, justement, moi, j'ai cette curiosité-là. Tu sais, moi, je viens du monde de l'histoire. Fait que, tu sais, une journée type d'un étudiant-chercheur, bon, tu sais, c'est dans les archives, puis tu écris. Toi, en maîtrise comme ça, en optique photonique, ça ressemble à quoi une journée de recherche? Je dirais qu'il y a 2 types principaux, 2 types différents de journées type. Premièrement, il y a les journées au lab. C'est-à-dire que on va au laboratoire avec notre fibre optique, on prend des mesures, on vérifie qu'elle se comporte comme on le prédit avec les modèles et les simulations. Puis ce qui nous amène au deuxième type de journée, qui serait être devant son ordi et faire des simulations. C'est-à-dire faire un programme, des programmes mathématiques finalement, qui vont faire des calculs et qui vont nous dire la fibre optique, si elle a ces paramètres-là, si elle reçoit ça en entrée, elle devrait réagir comme ça. Dans ce type de journée-là, on va soit programmer le modèle, concevoir le modèle, donc faire du code pour essayer de
dans le but de reproduire le comportement de la fibre optique, ou bien rouler des simulations. C'est-à-dire qu'une fois que le code est écrit, on pèse sur Play, on regarde plusieurs itérations, on regarde selon les différents paramètres qu'on les fait varier, qu'est-ce qui se passe, puis on essaye d'optimiser en fonction de ce qu'on voit, ce qu'on obtient comme information. Donc, la limite de la recherche, c'est un petit peu la dimension technologique pour le moment. Oui, bien, les ressources auxquelles j'ai accès me limitent. Forcément. Et dans ton cas, Marie-Josée, toi, tu as travaillé avec 15 entrepreneurs, c'est ça? Et d'abord, de quelle région? Est-ce que c'était ton échantillonnage? Tu l'as fait comment? Comment tu as procédé? Bien, en fait, au niveau de l'échantillonnage, étant donné que je viens du monde de la pratique, j'avais quand même un bon réseau au niveau de la Rive-Sud, donc au niveau de Lévis et au niveau de la Beauce, la région de Chaudière-Appalaches. Donc, naturellement, quand on est étudiant, on y va avec les ressources aussi qu'on a. J'ai fait, étant donné que c'est de l'étude qualitative aussi, donc j'ai lancé dans mes réseaux, Entrepreneur Laval m'a aidé aussi. Donc, j'ai des entreprises de Québec et Lévis, qui est ma zone urbanisée. Puis j'ai aussi des gens au niveau de la Beauce, Lobinière, Bellechasse. J'ai pas ciblé de type d'entreprise. Pourquoi? C'est un choix personnel, je vous dirais, parce que je voulais une PME. Parce que pour moi, le type d'entreprise, sur l'entrepreneur, sur l'individu en tant que tel, je ne voyais pas vraiment que le secteur d'activité faisait une différence. Les entrepreneurs vivent tous les mêmes problématiques ou les mêmes défis de gestion dans une entreprise. Ont tous des décisions à prendre. Naturellement, vu qu'on est dans le Chaudière-Appalaches, j'ai beaucoup de manufacturiers. J'ai du commerce de détail, des distributeurs, des services. Et donc, j'ai quelques entreprises. Je voulais essayer d'avoir hommes et femmes. J'ai 12 hommes, 3 femmes. Mais on n'a pas ciblé de façon, je voulais pas moitié-moitié. Ce qui est représentatif, en fait, de les hommes et les femmes, il y a plus d'hommes entrepreneurs encore aujourd'hui que de femmes entrepreneurs. Donc, l'échantillon est représentatif quand même de la population en général en termes d'entrepreneuriat. Et ce que je voulais, c'était d'avoir des gens qui étaient à différents stades. C'est ce qui m'a amené à voir que ceux qui étaient encore à la phase de la réflexion, l'incertitude qu'ils avaient, parce qu'ils n'avaient pas commencé le processus, donc de transmission en tant que tel. Ils étaient vraiment dans la première phase du processus décisionnel qu'on appelle l'identification. Ils étaient encore en train de réfléchir à comment ils allaient faire ça, qui allait le faire, combien de temps qu'il prendrait. Donc, ils étaient encore dans cette phase-là. L'incertitude fait en sorte, souvent, qu'on va être plus rationnel dans notre façon de prendre des décisions parce que pour souvent combler l'incertitude qu'on a, on va avoir tendance à vouloir vraiment avoir un plan plus précis. Quand on entreprend un gros projet comme ça, une maîtrise, un doctorat, bien, on a des visées sur l'avenir. Toi, par exemple, Charles, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu as déjà... ta fibre optique te permet peut-être de voir un peu plus loin. Comment tu vois l'avenir pour toi? Bien, déjà, j'ai vraiment aimé j'aime vraiment beaucoup ça, mon projet de maîtrise, ce qui fait que ça m'a donné la piqûre de la recherche. Donc, je veux faire un doctorat, premièrement. Par la suite, après le doctorat, je sais pas encore. Pour vrai, toutes les portes sont ouvertes. Autant j'envisage partir mon entreprise que de devenir employé pour une entreprise ou de devenir professeur aussi. Tous ces choix-là m'intéressent beaucoup. En fait, je vais essayer de trouver un emploi qui va me permettre le plus possible de faire des tâches variées. Un emploi avec des tâches enrichies, là, pour utiliser les termes de management. J'aime ça toucher à tout. J'aime ça faire autant de la gestion que de la technique dans mon travail. Puis ça va dépendre des opportunités qui se présentent à moi, mais je voudrais quelque chose de varié. Est-ce qu'il y a des façons pour toi de communiquer? As-tu un blog? Est-ce que tu fais de la diffusion? Je fais pas beaucoup de diffusion. C'est-à-dire, je suis auxiliaire de cours. En fait, je fais du dépannage dans des cours de génie électrique depuis ma 2e année de bac. Là, donc, ça fait 3 ans que j'en fais. Donc, je fais un peu d'enseignement par là. Je m'intéresse à la pédagogie dans le sens où j'aime ça essayer de trouver la meilleure façon de vulgariser quelque chose. Puis d'ailleurs, quand on joue à des jeux de société avec mes amis, j'aime essayer de l'expliquer le plus simplement possible puis le plus clairement possible. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un peu aussi ce qui fait que j'ai décidé de m'inscrire à Cogito.
Comment tu fonctionnes au niveau de ton questionnaire, Marie-Josée? Est-ce que c'est des questions qui t'ont déjà été inspirées par la littérature existante ou c'est quelque chose que tu développes par toi-même? Puis j'imagine que ça passe par un comité d'éthique aussi. Oui, bien en fait, tu sais, nous, on n'est pas comme dans un laboratoire, malheureusement, puis on fait affaire avec des humains. Quand on fait affaire avec des humains au niveau de l'université, ici, on est obligé de passer par un comité d'éthique. Donc, parce qu'il faut qu'ils approuvent nos démarches, comment on va les recruter, comment... Donc, il faut faire aussi une lettre de confidentialité que les gens vont devoir signer. Pour le questionnaire, étant donné que je travaillais aussi avec la Chaire en entrepreneuriat et innovation, c'est sûr que je me suis inspirée des questionnaires qu'on avait déjà utilisés au niveau de l'information. Je suis aussi allée avec la littérature, différentes questions dans ma littérature qui avaient été posées pour aller chercher certaines informations. Donc, j'avais un guide, effectivement, d'entretien pour m'assurer que l'information que je reçois de tout le monde, bien, pour la comparer, ça me prend au moins qu'il ait répondu minimalement à la même question pour me donner aussi des bases comparatives. Combien de questions? J'en avais, je crois, 17. OK. Et mes entretiens, ils duraient le minimum. Ce que j'ai vu le plus vite, là, c'était 1 heure. Mais j'ai un entrepreneur qui a pris 2h30. Donc, d'habitude, c'est des gens qui aiment beaucoup parler. Si on les questionne sur leur entreprise, d'habitude, ils partagent beaucoup. Donc, je prenais tout ce qui passait. Donc, on enregistre pour être sûr que je puisse me concentrer sur les gens, sur ce qu'ils parlent, pour les relancer s'il y avait des questions. Ensuite, on transcrit tout en verbatim. J'ai à peu près 600 pages de transcription là, parce que je rencontrais et l'entrepreneur et un informateur, c'est-à-dire une personne proche de l'entrepreneur pour pouvoir trianguler mes données, pour pouvoir m'assurer que des fois, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. La perception aussi, exactement. des fois. Donc, oui. Pour pouvoir amener, les gens aussi ont tendance à parler de leur bon coup, à parler et à embellir la réalité. C'est une tendance naturellement humaine. Donc, naturellement, pour trianguler mes données, j'ai parlé à quelqu'un qui était proche de l'entrepreneur. Et après ça, j'ai tout rentré ça dans un logiciel de données pour pouvoir coder toutes mes choses, pour pouvoir faire ressortir les variables aussi qui revenaient souvent, pour avoir un arbre de code pour un peu systématiser un peu la recherche. Parce qu'en recherche, il faut qu'on donne nos protocoles pour que d'autres soient capables de la reproduire. Hein. C'est quand on fait des articles, c'est beaucoup ça. Quelle est peut-être l'utilité que tu vois à la fibre optique que tu es en train de développer? Parce que souvent, quand on pense aux communications, bien, on pense communication satellite, par exemple. Comment ça se positionne par rapport à tout ça, la fibre optique, le numérique? Quelle est l'utilité, finalement, de ta recherche? Oui, bien, excellente question. En fait, on imagine souvent que c'est les satellites qui vont transmettre l'information. C'est principalement par là que l'information passe. Mais en réalité, si, par exemple, je suis sur mon cellulaire, je me promène dans la rue, je suis de l'autre côté de l'océan, par exemple, je suis à Paris, je prends une photo d'un chat qui passe. Donc, ce qui va arriver, si je l'envoie par la suite, ma photo, sur Internet à quelqu'un qui est de l'autre côté de l'océan, c'est qu'il va y avoir une antenne cellulaire qui va être donc située pas très loin, à quelques kilomètres de moi, qui va recevoir cette information-là et qui va l'envoyer dans des fibres optiques qui, elles, vont passer dans des gros câbles sous-marins transcontinentaux, en fait. C'est des gros câbles super solides là, qui vont transporter plusieurs fibres optiques à la fois. Et donc, on ne l'imagine pas, sauf que la plupart de l'information qui est distribuée, qui est acheminée d'un continent à l'autre, passe pas du tout par des satellites, mais passe plutôt par des fibres optiques. Sens-tu qu'on est dans une période où ça risque de bouger très, très vite, justement, étant donné l'apport de la haute technologie qui permet d'aller dans l'infiniment petit, installer des ions, par exemple, d'herbium? Donc, tout ça n'était pas possible avant. Penses-tu qu'on est dans un moment où ça va bouger très vite? Bien, c'est certain qu'au cours des dernières décennies, on a vu beaucoup de progrès au niveau des communications. En fait, si on repense à il y a une cinquantaine d'années, on n'avait pas Internet. Et puis ça nous a permis, d'ailleurs, en tant qu'humanité, de progresser énormément parce que la communication, veut pas, c'est ce qui nous permet, en tant qu'humanité, d'avancer. Si on n'avait pas de communication, on n'aurait rien, on ne pourrait pas apprendre tout ce que tous nos ancêtres ont appris, alors on ne pourrait pas avancer. Alors, un gros merci à tous les deux. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous rappelle que vous regardiez Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants aux études supérieures de l'Université Laval. On espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et vraiment, en tout temps, vous pouvez rafraîchir votre soif de savoir en retournant voir les épisodes antérieurs sur notre chaîne YouTube. Alors, à la prochaine!